je vais essayer de partir du terme anglo-saxon slave narrative, récit d'esclave, parce qu'il ne dit en fait rien du tout du genre dont relèvent ces textes. Tout d'abord parce que le récit est une modalité d'écriture et donc de lecture, et pas un genre. Ensuite, parce que ces récits d'esclaves sont systématiquement requalifiés dans les critiques d'autobiographie ou de mémoire, ce qu'ils ne sont pas. Cela leur vaut d'ailleurs de côtoyer sur les étagères des autobiographies très variées, mais pas toujours littéraires, et des mémoires tout aussi variées. Et ce, au motif qu'ils contrastent avec la fiction au sens de récit d'invention et seraient liés à la non-fiction, c'est-à-dire non-invention, récit non imaginaire. Aussi, j'aborderai plusieurs points ce soir avec vous. D'abord, évidemment, la place de la littérature entre fiction et non-fiction, qui semble l'exclure. Ensuite, le problème de l'authentification qui est lié en partie à l'état civil. Ensuite, justement, le contraste avec les autobiographies, le contraste avec les mémoires, pour aborder enfin les différentes fonctions du témoignage, le rôle des ellipses narratives et ce qui se passe dans les ellipses narratives, et puis, si j'ai encore le temps, mais c'est à vous de me le dire, quelques mots sur les romans sur l'esclavage comme corpus contrasté avec les témoignages d'esclaves. La première difficulté est de donner un sens au mot fiction que nous n'utilisons pas tous de la même manière. Et pour éviter de réduire la littérature à la fiction récit d'invention et donc de rejeter les récits d'esclaves dans une catégorie hétéroclite comme celle de la non-fiction et donc hors de la littérature, j'ai proposé non de choisir entre des acceptions différentes, mais plutôt de procéder par paliers d'analyse successifs. Donc, considérons tout d'abord que tout objet sémiotique est fiction au sens de fabrication linguistique autonome déliée du réel phénophysique. D'ailleurs, on parle de la fiction au singulier. Et ensuite, au sein de la sphère sémiotique, nous avons affaire à des corpus de fiction et des corpus de non-fiction, cette fois utilisés au pluriel. Et ces corpus génériques peuvent s'échanger des normes et se réécrire, mais ils requièrent bien évidemment l'intervention interprétative pour les discriminer. La contradiction entre ces deux positions, fiction et non-fiction, n'est donc qu'apparente. Dans le premier sens, dans la première acception, l'enjeu est celui du statut du langage, alors que dans la seconde acception, l'enjeu est ailleurs. Les textes de fiction au sens de récit imaginaire et ceux de non-fiction, en particulier nos témoignages, appartiennent à des corpus génériques littéraires différents dont il reste à caractériser les normes. Selon les dictionnaires, le récit d'esclave est un récit écrit par un esclave en fuite ou affranchi sur son expérience de l'esclavage. L'enjeu de l'authentification du récit était absolument crucial au XIXe siècle, pas tant parce qu'il fallait absolument s'assurer que l'identité de l'auteur était la même que l'identité du narrateur et la même, bien sûr, que l'identité du personnage principal, mais parce qu'un récit non écrit par un esclave, mais simplement en son nom, permettait d'accuser l'auteur d'imposture. Imposture, soit parce qu'il n'était pas esclave, par exemple un homme de couleur mais libre résidant au nord, soit parce que c'était un blanc. Le procès en illégitimité était ouvert systématiquement par les partisans de l'institution particulière, l'euphémisme qui était utilisé pour désigner l'esclavage, et ce donc pour discréditer les récits et leurs auteurs. Alors, certes, très peu d'esclaves savaient lire et écrire, pour des raisons évidentes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se trouvait pas des familles éclairées et souvent des épouses
qui entreprenaient l'instruction de tel ou tel enfant d'esclave. Ce fut le cas de Frederick Douglass et celui de Nat Turner, dont je vais parler un petit peu plus tard. Je vous ai mis quelques statistiques que j'ai empruntées à l'historien américain John Blassingen, qui est le spécialiste du témoignage d'esclaves. Il est d'ailleurs notable qu'en 1977, il parle déjà de témoignage dans son titre, hein, et non d'autobiographie ou de récit. Et voilà donc ce qu'il propose comme statistique. À peu près 50% des récits d'esclaves étaient écrits par des personnes de couleur ou des Africains américains. Ensuite, 50% de ces témoignages au moins ont été publiés après 1860. Ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre civile, la guerre de sécession, pardon, a commencé en 1861, s'est terminée en 1865, et que les femmes auteurs de ces récits d'esclaves ont écrit moins de 12% de ces témoignages, alors que les esclaves en fuite ont écrit à peu près 35% de tous ces écrits. Depuis le 19e siècle, l'enjeu de l'authentification s'est légèrement déplacé. Par exemple, cela consiste à chercher qui se cache derrière un éventuel pseudonyme. Par exemple, une collègue américaine a établi l'identité de Linda Brent, qui a écrit Incidents in the Life of a Slave Girl, publié en 1861. Donc, elle a établi l'identité de Linda Brent comme étant le pseudonyme d'une certaine Harriet Jacobs. Alors, le changement de patronyme était très souvent utilisé pour accuser le témoignage d'imposture, mais en fait, il est justifié dans la préface et l'introduction éditoriale par la nécessité de protéger l'auteur et ses proches. Donc, je vous ai mis la traduction en français. J'ai pensé procéder ainsi par considération pour les autres. Le témoignage ne se réduit donc pas à la question de l'état civil de l'auteur, d'autant plus que le nom ne voulait pas dire grand-chose. Lorsqu'on sait que les enfants d'esclaves étaient séparés de leurs parents et héritaient du nom du maître, qu'ils fussent ou non la progéniture du maître d'ailleurs. Un autre exemple, avant de choisir le patronyme de Douglas, Frédéric était né Bailey, avait été baptisé Bailey, et c'est seulement une fois passé au nord que Frédéric a changé de nom et donc a choisi le nom d'un personnage de Walter Scott dans The Lady of the Lake. Un autre exemple de non-coïncidence avec l'état civil, la grand-mère de Linda Brent, alias Harriet Jacobs. Cette grand-mère s'appelle en réalité Molly et dans le témoignage, elle devient Martha. Quant à l'épouse du maître, elle s'appelait Marie ou Maria et elle est totalement débaptisée, réduite au statut d'épouse, alors que Molly, elle, est symboliquement rebaptisée Martha. Martha et Marie, le choix des prénoms peut se lire comme une volonté de promouvoir Martha, qui était la servante au grand cœur, qui remplissait toutes les fonctions, au détriment de Marie, celle qui laisse le travail domestique aux autres, selon la Bible. Pas plus qu'il ne peut se réduire à l'autobiographie d'ailleurs. Là, je vous ai mis une liste non exhaustive de récits d'esclaves publiés entre 1789 et 1861, date du début de la guerre de sécession. Et j'ai mis entre crochets la case de l'oncle Tom, qui n'est pas un récit d'esclaves, mais qui est déjà une fiction qui s'en inspire. Donc, je reviens au problème de l'autobiographie. Pourquoi
peut-on dire que ces témoignages ne sont pas des autobiographies, alors qu'on trouve cette équivalence un petit peu partout, sur les couvertures de livres et aussi dans les articles critiques. D'abord parce qu'il n'y a pas d'exaltation héroïque de la figure du moi dans ces témoignages. Harriet Jacobs se désigne par un indéfini singulier, Incidents in the life of a slave girl. Donc, l'article indéfini singulier qui est celui justement du singulier dans la pluralité, l'élément extrait d'une classe. Frederick Douglass, quant à lui, commence toutes ces séquences par la première personne du singulier, I, pour glisser immédiatement vers le collectif we. Et d'ailleurs, sa satire de la religion esclavagiste fait tout pour ramener une institution soi-disant transcendante vers la zone proximale, qui est la zone de la question sociale, sur la frontière empirique. Deuxième raison pour laquelle ces témoignages ne sont pas des autobiographies, l'esclave fugitif qui est passé au nord n'évoque pas uniquement son propre cas. Non seulement les récits d'esclaves manifestent une grande retenue compte tenu des exactions dont ils témoignent, mais ils égrènent les cas d'autres esclaves, soit par le truchement du souvenir, et Harriet Jacobs commence très souvent ses paragraphes par « I remember », ou, autre exemple, lorsque les paragraphes commencent par l'accointance « I know ». Alors, lorsque les témoignages ne sont pas qualifiés d'autobiographie, ils sont décrits comme des mémoires. Or, le titre de mémoire est habituellement réservé au récit de toute une vie, écrit juste avant la fin de celle-ci, consacré aux rencontres et aux événements, incluant des maximes à portée générale et prétendant à l'universel. Dans le cas du récit, du témoignage de Frederick Douglass, ce qui est intéressant, c'est de voir que après justement le témoignage de 1845, il publie une autobiographie intitulée My Bondage and My Freedom 1855, et puis à la fin de sa vie, il publie précisément des mémoires, Life and Times of Frederick Douglass 1881. Le récit de 1845 n'est donc ni autobiographie, ni mémoire, mais bien un témoignage qui inclut la description d'un véritable système organisé, des comptes rendus de différents cas dont il avait été témoin, différents cas de violence dont il avait été témoin, une satire de l'hypocrisie religieuse, des passages élégiaques, et évidemment, ce sont autant de fonctions où le témoin assume plusieurs rôles. Les fonctions du témoignage, justement, sont plurielles et le témoin assume plusieurs rôles liés à ces différentes fonctions. J'ai essayé dans le schéma que vous pouvez voir ici de résumer les rôles assumés par le témoin. On peut dire que Douglass rend visible les victimes qui ne sont plus. Premier rôle, c'est le survivant qui parle des victimes et les rend visibles. Ensuite, Douglass est un témoin qui s'adresse aux survivants et parle avec eux, d'où la première personne du pluriel. C'est aussi un esclave qui s'adresse aux esclavagistes et c'est un affranchi qui s'adresse aux abolitionnistes. Alors, pour vous donner quelques exemples, parmi les victimes, il évoque Dembe, qui essayait de s'enfuir et qui a été tué à bout portant dans un marais.
Il évoque aussi la grand-mère, exilée dans la forêt lorsqu'elle ne servait plus à rien, et sujet d'une incrustation élégiaque. Les survivants sont notamment les esclaves laissés derrière lui, parmi lesquels les compagnons qui devaient partir avec lui lors du premier projet de fuite. Et puis les esclavagistes sont évidemment les maîtres du Sud, parmi lesquels ceux de Frédéric, dont les noms ne sont pas maquillés dans le témoignage et qui recevront un exemplaire de l'ouvrage. Les abolitionnistes se trouvent majoritairement au nord, au sein ou en dehors de sociétés abolitionnistes comme the Anti-Slavery Society. Je disais il y a quelques minutes que les récits d'esclaves ont ceci en commun qu'ils manifestent une grande retenue compte tenu des exactions dont ils témoignent. Ces témoignages se caractérisent en effet par le souci de ne pas trop dire ou celui de dire moins, à la recherche d'un équilibre entre la nécessité de dire et l'injonction du silence, entre paroles excessives et paroles interdites. Dans la préface à son témoignage, Harriet Jacobs nous dit que les faits dépassent de loin ces descriptions. Alors, que n'a-t-on pas le droit de dire ou que ne peut-on pas dire dans les témoignages? Ce qu'il ne faut pas dire, c'est l'organisation et les circonstances de la fuite qui toujours font l'objet d'une ellipse, pour ne pas mettre en danger ceux qui restent et qui auraient des projets de fuite ultérieurs. Donc, ne pas parler, par exemple, du chemin de fer clandestin, grâce auquel bon nombre d'esclaves réussissaient à s'enfuir. Ce qu'on ne peut pas dire, ce sont les violences sexuelles, par exemple. Alors, que dit-on dans les ellipses qui occupent les chapitres médians des témoignages? En général, on se rend compte que dans ces chapitres médians sont inclus des parodies d'histoires fictionnelles. Donc la fiction refait apparition, mais avec une valeur autre. Douglas et Jacobs, par exemple, puisent dans les genres populaires de leur époque. Ils s'inspirent des genres de la nation et de leur temps, à commencer par des récits de captivité, captivity narratives. Alors, ces récits de captivité étaient très populaires et ils racontaient les dangers rencontrés par les colons, et en particulier des captures de personnages féminins qui se faisaient enlever par les Indiens. Sauf que dans notre récit d'esclaves, les esclavagistes sont aux esclaves ce que les sauvages étaient aux colons. Donc on voit que ces récits de fiction, ces récits populaires, sont certes inclus, mais transformés. Ils se servent aussi, dans ces ellipses narratives, de récits de conversion. Et l'instruction, par exemple, permet à Frédéric Douglass d'apprendre à lire et à écrire, et aussi de comprendre le système de l'esclavage et de prendre la décision de s'enfuir. On y trouve aussi des récits d'aventure avec évidemment des cachettes, des animaux dangereux comme les serpents, des chronotopes comme la forêt et la nuit, des déguisements, des substitutions d'identité, des suspens, des diversions, des fausses pistes, des fausses lettres et des terreurs. On y trouve du roman gothique, qui est un genre anglo-saxon relativement dont on ne peut pas se passer, on va dire. On y trouve aussi des récits de séduction, très populaires à l'époque, dans lesquels une jeune innocente de basse extraction était séduite par un homme riche, ce qui lui valait de perdre respect et soutien. Donc des chapitres
des chapitres médians sèment les germes de tels récits. Néanmoins, si on regarde de plus près dans le témoignage de Jacobs, il y est question de toute autre chose. Il est question des réactions de jalousie des épouses légitimes envers les esclaves noirs abusés ou convoités par leur mari. Et par exemple, chez Jacobs, il est question d'un amant, le père de ses 2 enfants, qui est l'antithèse du harcèlement exercé sur Linda Harriet par le maître qui s'appelle Dr. Flint. Alors, ces histoires rejetées dans la fiction d'invention débridée sont très souvent problématisées, inversées ou niées. Un dernier exemple, à la fin de son témoignage, Jacobs fait allusion au conte de fées, mais pour dire que son histoire, justement, ne se termine pas sur un mariage comme à l'accoutumée. Lecteur, c'est la liberté qui clôt mon histoire, pas le mariage comme à l'accoutumée. Mes enfants et moi sommes libres. Ces incrustations fictionnelles locales ne remettent pas en cause la hiérarchie générique globale qui inscrit le texte dans un corpus de témoignages. La fonction de ces histoires fictionnelles mises en abîme dans la non-fiction, c'est de remplacer ce qu'on ne doit pas dire et ce qu'on ne peut pas dire. D'ailleurs, la fiction se targue souvent de présenter des expériences humaines passées sous silence ailleurs. Et cela peut donner 2 types de romans, 2 types différents de romans selon moi. Je ne sais pas s'il me reste du temps. François, je ne sais pas si vous souhaitez que je continue. À vous de juger. Si on finit dans 10 minutes, c'est bien. D'accord, d'accord. Donc, brièvement, 2 exemples de romans sur l'esclavage. Le premier roman, The Confessions of Nat Turner, écrit par un écrivain sudiste, William Styron, en 1966. Alors, c'est un roman qui s'inspire d'une révolte sanguinaire d'un groupe d'esclaves ayant semé la terreur en août 1831 dans une région du sud-est de la Virginie, de l'État de Virginie. On trouve sur Internet le dossier officiel du procès qui comprend des confessions, terme qui, très souvent dans un contexte juridique, veut dire aveu, hein, et non pas confession religieuse ou confession littéraire. Styron entreprend donc, dans les années 60, d'écrire lui-même les confessions de Nat Turner, personne qu'il transforme en personnage. Le problème étant que ce roman ajoute aux 2 facettes déjà connues de l'esclave Turner, à savoir le fanatisme politique et le fanatisme religieux, celui de la violence sexuelle. Nat Turner, dont Styron écrit les confessions, est donc triplement fanatique. C'est ce que j'ai appelé l'écriture excessive de l'excès. Avant l'insurrection, la question sociale et la question politique étaient totalement réduites à l'individuel et à la sexualité. Alors, cette violence esthétisée ou érotisée est rendue séduisante et désirable, et ce faisant, elle légitime la violence de la révolte ainsi que la violence de la répression. Pardon. Le second roman dont je voulais parler est intitulé Le chemin de fer souterrain, The Underground Railroad, et il a été écrit et publié par Colson Whitehead en 2016. C'est un roman qui raconte la fuite d'une esclave sur un mode alterné, tantôt fantastique, tantôt réaliste. Fantastique dans la mesure où le chemin de fer
et cette fois une transposition littérale, assez surréaliste, hein, de l'historique chemin de fer clandestin. La fuite a lieu sous terre, véritablement sous terre, et le dispositif kaléidoscopique du récit éclaire facette de l'Amérique après facette de l'Amérique à l'aide de chronotopes successifs. Alors, les rencontres de la fugitive, car il s'agit d'une espèce de roman de la route ferroviaire, ce que j'ai surnommé un railroad novel. Donc, les rencontres de cette fugitive sont entremêlées avec des institutions et des personnages qui ne sont pas toujours bienveillants, qui ne sont pas toujours sans passé douloureux ou sans arrière-pensée, ce que le témoignage antebellum apparemment couvrirait beaucoup moins, puisque de toute façon, la fuite n'est jamais racontée, ou les circonstances de la fuite ne sont jamais racontées. Bien, je conclurai en disant que le roman sur l'esclavage phagocyte les récits d'esclaves sur lesquels il fonde sa crédibilité, alors que pour renforcer sa propre légitimité, le témoignage, lui, dénonçait les excès de l'invention imaginaire, parce que pour lui, les excès ne sont pas dans l'entour, mais dans, on va dire, l'expérience de réalité dans le monde phénophysique. Donc la symétrie entre témoignage d'esclaves et roman sur l'esclavage n'est qu'apparente. Le témoignage ne perd pas son sens global en insérant des parodies d'histoires à sensation, et le roman ne se départit pas du sien, malgré une plasticité qui lui permet d'absorber documents, textes, œuvres, parfois en abolissant leur hiérarchie, puisque lui peut s'affranchir de la situation d'énonciation historique et de l'axe éthique qui sont définitoires du témoignage. En conclusion, pas plus que l'intention octoriale, la configuration linguistique ne suffit à distinguer ces corpus génériques sans passage au niveau hypertextuel, métatextuel ou éthique. Or, ce parcours nécessite bien évidemment une construction lectorale et un parcours interprétatif. Voilà, je vous remercie.